Bienvenue dans votre programme l'ASPAT Séminaire. Aujourd'hui, nous sommes très ravis de commencer notre cycle de séminaires portant sur la zone de libre-échange continentale africaine, initié par le LASPAT. Le laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs en Afrique diaspora, le LASPAT, est un laboratoire de recherche de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Le LASPAT impulse une recherche dynamique sur les questions liées à la transformation digitale, au genre, à la démocratie, aux politiques publiques, à l'édition scientifique, au panafricanisme et aux relations internationales. Le LASPAT, c'est un laboratoire qui accorde une grande importance à la formation des chercheurs et au partage du savoir. Permettez-moi d'abord de me présenter, c'est Mohamed Baye, étudiant à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, doctorant en sciences politiques, spécialité des relations internationales. Parallèlement, je suis assistant de recherche au LASPAT. Je prépare une thèse de doctorat sur la zone de libre-échange continentale africaine. L'Afrique, un continent condamné à l'enlisement, caractérisé par des révoltes, des coups d'État, de la famine, de la dictature, mais aussi et surtout de la perpétuation de la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. On n'en finit pas de dire que l'Afrique est mal partie, avec le plus faible taux d'échange intracontinental au monde, estimé seulement à 16%. Par contre, c'est 60% en Europe et plus de 40% en Asie. Mais aujourd'hui, un nouvel acteur surgit, appelé la zone de libre-échange continentale africaine, pour unifier le marché africain. En cela, nous accueillons aujourd'hui M. Hassan Dianka. Bonjour M. Dianka. Bonjour Mohamed. Monsieur Hassan Dianka est commissaire aux enquêtes économiques. Il est chef de la division du commerce, des services et commerce électronique à la direction du commerce extérieur au ministère du Commerce. Aujourd'hui, monsieur Dianka va nous faire une présentation générale sur la zone de libre-échange continentale africaine. Après sa présentation d'une demi-heure, nous lui poserons des questions. Chers amis et téléspectateurs, vous pouvez aussi intervenir en posant des questions via le chat. Monsieur Dianka, vous avez la parole. Merci beaucoup, Mohamed. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier le laboratoire, l'ASPAT, pour avoir en tout cas pensé à nous inviter à ce séminaire. Je suis heureux d'être le premier, mais je voudrais en tout cas personnellement remercier le professeur Mampenda. Elle n'apprécie pas que je l'appelle professeur. Apparemment, ça donne de l'âge. Je ne sais pas quand est-il, mais ça donne quand même de la sagesse d'être professeur. Et il faut de la sagesse quand même pour prendre une telle initiative. Parler de la zone de libre-échange continentale africaine, qui est aujourd'hui un marché extrêmement important pour l'Afrique. Et je pense que vous l'avez dit dans vos propos introductifs. Donc c'est un honneur pour moi d'être ici, pour partager en tout cas avec tous ceux qui nous suivent en ligne, que je salue au passage en tout cas, ce que nous savons en tout cas, de cette initiative. Comme vous l'avez rappelé, je suis fonctionnaire gouvernemental, donc je travaille au niveau du ministère du Commerce, appelé le ministère de l'Industrie et du Commerce. Et je suis expert négociateur également pour le compte de mon pays, donc au niveau de la zone de l'échange continental africaine. Et je couvre les questions liées au commerce des services, au commerce numérique et aux droits de propriété intellectuelle. J'ai été également rapporteur du groupe de travail sur le commerce des services au niveau de la zone de libre-échange continentale africaine entre 2018 et 2019, avant d'être le premier président du comité commerce des services de la zone de libre-échange continentale africaine entre 2020 et 2021. Donc quand je parle de la zone de CAF, vous voyez bien, je parle d'un bébé en fait, que j'ai vu en tout cas naître depuis le début en tout cas de ce processus-là. Et je pense que c'est un peu délicat en tout cas l'exercice qu'on va faire ce matin. Il s'agira d'analyser en tout cas cette zone de libre-échange continentale africaine. Et qui dit analyser, en tout cas chez les médecins peut-être, c'est ausculter à la limite. Et c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que ce serait un peu délicat quand même, mais on va essayer de voir, en tout cas parler en tout cas de la ZLECAF, disons, dans tous ces états, ce que nous voyons comme positif, tout comme ce que nous pensons peut-être qui pourrait être, disons, des éléments négatifs, entre guillemets, dans cette zone de libre-échange continentale africaine. Parce que, comme toute zone de libre-échange, c'est un terrain de compétition, de concurrence. Donc, forcément, il peut y avoir en tout cas des effets pervers qui ne sont pas attendus. Mais je pense qu'heureusement, au niveau de la zone de libre-échange continentale africaine, je pense qu'il y a des leviers qui sont prévus, en tout cas pour parer à toutes ces éventualités.
Donc sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet, mais je voudrais d'abord qu'on fasse un peu d'historique. Parce que parler de la ZLECAf, c'est d'abord peut-être parler de sa conception jusqu'à la naissance. Parce que je pense que c'est pas, vous l'avez dit, c'est un acteur qui surgit, mais qui ne surgit pas ex nihilo. Donc ça a été prévu depuis longtemps. Je vais juste faire l'historique, mais peut-être je ne vais pas remonter très longtemps. D'abord commencer par ce qu'on appelle le traité d'Abuja, qui prévoit d'instituer une communauté économique africaine, donc adopté en 1991. Déjà dans ce traité-là, l'article 4 prévoyait l'établissement d'une zone de libre-échange continentale africaine. Mieux, quand on regarde l'article 6 de ce traité, il prévoit, disons, le parachèvement de la communauté économique africaine, mais sur 6 étapes, donc sur un délai de 35 ans. Donc il fallait d'abord, dans une première étape, faire ce qu'on appelle le renforcement du cadre institutionnel des communautés économiques régionales. Et même cette étape-là suggérait également la création, disons, de nouvelles communautés économiques régionales au besoin. Donc, au-delà de cette première phase, il fallait, dans une seconde phase, procéder à la suppression de tout ce qui est barrières tarifaires et non tarifaires, donc pour faciliter un peu le commerce intra-africain. Il fallait également harmoniser toutes les gouvernances en termes sectoriels, donc tout ce qui est lié aux communications, au transport, entre autres. Et je pense qu'à ce niveau-là, les communautés économiques régionales comme l'UEMOA ou la CEDEAO ont fait énormément de progrès. Alors, après cette deuxième phase, disons, de suppression des barrières douanières, il fallait peut-être aller vers une troisième phase qui consisterait à créer une zone de libre-échange au niveau des communautés économiques régionales, mais également aller au-delà, créer au-delà d'une zone de libre-échange, créer également des unions douanières au sein de ces communautés économiques régionales. Donc, c'est quoi une union douanière? On a une union douanière si, au-delà d'une zone de libre-échange continentale africaine, on a l'adoption d'un tarif extérieur commun. Ce que nous avons réussi avec déjà très longtemps avec l'UEMOA, mais on a réussi en 2014 avec la CEDEAO en adoptant le tarif extérieur commun de la CEDEAO. Donc, comme d'autres zones l'ont fait également. Donc, après cette troisième phase de création d'une zone de libre-échange continentale et de l'union douanière, le traité d'Abuja prévoit également dans une quatrième phase qu'il y ait une harmonisation, en tout cas des tarifs douaniers, pour peut-être permettre la création d'une zone de libre-échange continentale africaine. Donc, vous voyez bien, donc, la quatrième étape, disons, prévue dans l'article 6, correspond effectivement à cette zone de libre-échange continentale africaine qu'on a eue, disons, actuellement. Donc, après cette zone de libre-échange continentale africaine, comme je l'ai dit, la cinquième étape serait le marché commun qui sera créé au sein, en tout cas, au sein du continent africain, où on aura une politique commune dans le cadre du commerce, dans le cadre de l'agriculture, dans le cadre également des autres secteurs. On aura également une harmonisation des politiques fiscales, des politiques monétaires et des politiques financières. Donc, c'est ce qu'on a, disons, suggéré dans le cadre de ce marché commun. Et après le marché commun, on va atteindre le parachèvement de l'intégration régionale en instituant une communauté économique africaine avec peut-être un gouvernement commun, un parlement commun, entre autres, et une monnaie commune. Donc, c'est ça, en tout cas, les différentes phases qui ont été déjà prévues. Donc, c'est pour la raison pour laquelle je disais que la zone de libre-échange continentale africaine, avant sa naissance, quand même, a subi ce qu'on appelle une phase de conception. Et toujours dans la phase de conception également, quand on regarde l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons, c'est déjà également prévu dans les différentes aspirations, parce que quand on regarde l'agenda, il y a 6 aspirations. Et la première aspiration, elle est relative à tout ce qui est croissance inclusive et développement durable. Et à ce niveau-là également, la zone de libre-échange continentale africaine, qui est un pilier fondamental de cet agenda également, constitue, disons, un élément, en tout cas fondamental, pour permettre d'atteindre cette première aspiration, c'est-à-dire tout ce qui est croissance inclusive et développement durable. Donc, c'est à ce niveau-là, en tout cas, qu'on pourrait, en tout cas, parler d'une conception, avant quand même qu'on arrive à la phase de réalisation. Donc, toujours dans l'historique. Dans la phase de réalisation, peut-être il faudra quelques dates. Déjà 2011, à Addis Abeba, où les chefs d'État ont demandé quand même à ce que le processus de négociation ou d'établissement de la zone de libre-échange continentale africaine soit accéléré. Ce qui fait qu'en 2015, lors du sommet des chefs d'État qui s'est tenu à Johannesburg, on a lancé officiellement les négociations. Et en 2019, on est arrivé à son entrée en vigueur, donc après en tout cas sa signature en 2018. Donc c'est ce qui nous amène aujourd'hui à ce que nous avons la zone de libre-échange continentale africaine avec un accord cadre instituant cette zone
et des protocoles sectoriels. Donc c'est ça en tout cas ce qu'on pourrait dire par rapport à l'historique. Maintenant, pour venir, disons, dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui, je pense que l'objectif, c'est de parler à la fois des enjeux et également des perspectives. Et comme je l'ai dit, dans les enjeux, il s'agira aujourd'hui de voir ce qu'on peut considérer comme étant positif dans cette zone de libre-échange continentale africaine. Et il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont positifs. Il y a également des éléments quand même qui pourraient être considérés comme menaces. Alors, très rapidement, nous, on a essayé un peu d'identifier 6 points qu'on pourrait considérer comme étant positifs dans la zone de libre-échange continentale africaine. Et 6 points, peut-être qu'on va, disons, aborder comme étant peut-être des risques ou bien des menaces potentielles qui peuvent guetter le marché. Mais je vais commencer d'abord par les 6 points, en tout cas, comme je l'ai dit, que je vais qualifier de positifs. Alors, je vais un peu sur les mots. Alors, le premier point, c'est que la zone de libre-échange continentale africaine pourrait être aujourd'hui considérée comme étant une avancée historique. Et je vais y revenir. Également, on peut considérer que c'est un succès diplomatique, une réussite politique, un triomphe juridique, un accord historique et un tournant économique. Et j'allais dire même un tournant économique assez décisif. Alors, pourquoi j'ai dit que c'est une avancée historique? Je l'ai dit, j'ai tout à l'heure rappelé un peu tout ce processus-là, en tout cas qui a mené la ZLECAf de sa conception, disons, à sa réalisation. Mais ce qui est extraordinaire et que moi je considère comme étant quand même une avancée historique, c'est la vitesse avec laquelle quand même cette zone de libre-échange continentale africaine a été mise sur place. Déjà, ça a été, disons, signé à Kigali en mars 2018, et automatiquement en mai 2019, l'accord est entré en vigueur. C'est du jamais vu, on n'a jamais vu dans le cadre d'un accord d'une zone de libre-échange continentale africaine. On n'a jamais vu en Afrique. On a vu que beaucoup de textes qui sont adoptés en Afrique quand même ont pris énormément de temps pour être, disons, mis en œuvre. Il y a beaucoup aujourd'hui d'instruments au sein de l'Union africaine qui ont été signés, mais qui jusqu'à présent ne sont pas entrés en vigueur. Déjà, la Convention sur les données personnelles a pris 9 ans pour être, disons, pour entrer en vigueur. Donc, vous voyez, donc, avec cette zone de libre-échange continentale africaine, en l'espace d'une année, on est parti de la signature à sa ratification. Donc ça, c'est pourquoi moi je considère cette zone de libre-échange, en tout cas cet accord-là, comme étant une avancée historique. Alors, le deuxième point, c'est un succès diplomatique. Un succès diplomatique, pourquoi? Parce que ça a renforcé un peu la crédibilité, en tout cas, des États africains. Tout à l'heure, dans votre introduction, vous avez un peu peint un tableau assez sombre de l'Afrique. Et en fait, ce sont ces clichés comme ça qu'on a l'habitude de voir de l'Afrique. Quand on parle de l'Afrique, on pense automatiquement à ces crises. Je donne un exemple. Les experts ont dit que de l'indépendance dans les années 1960 à nos jours, il y a eu entre 50 et 60 conflits armés, disons violents en Afrique, sans pour autant parler des conflits mineurs qu'on a connus. Il y a énormément de conflits. Donc c'était le tableau qu'on avait l'habitude, en tout cas, de voir quand on parlait de l'Afrique. Mais avec cette zone de libre-échange continentale africaine, les chefs d'État, les dirigeants en tout cas, ont pu montrer à la face du monde que les Africains pouvaient s'asseoir autour des tables, négocier quelque chose et très rapidement obtenir un résultat concret. Donc c'est en ce sens-là que je considère que c'est un accord historique, c'est un succès diplomatique. Encore qu'aujourd'hui on dit, si aujourd'hui on réussit quand même à libéraliser les marchandises et les services, ça va permettre un peu de faire cesser en tout cas toutes ces crises-là. Parce que comme on le sait, on dit souvent, les bottes n'entrent que, ne traversent que les frontières qui sont fermées aux marchandises. Et je pense que ça, c'est lié un peu à ce qu'Hitler disait à la veille de la guerre mondiale, que si les produits allemands ne traversent pas les frontières européennes, les militaires allemands le feront. Et c'est le résultat qu'on a eu. C'est juste pour dire que quand on échange entre nous, ça va nous éviter un peu toutes ces guerres et toutes ces crises. Et je pense que si aujourd'hui on parvient quand même à réaliser, en tout cas, le plein développement, en tout cas, de cette zone de libre-échange continentale africaine, ça va davantage permettre un peu de réduire les différentes crises qu'on a connues. Et c'est dommage qu'on continue quand même à connaître certaines crises majeures, mais je pense que si aujourd'hui on parvient à accroître le commerce intra-africain, ça va aider davantage. Alors, c'est également une réussite politique. Troisième point. Pourquoi en fait je dis que c'est une réussite politique? Parce que si aujourd'hui la zone de libre-échange continentale africaine a pu être quand même, disons, signée et ratifiée, c'est lié en grande partie à la volonté politique des chefs d'État. Parce que la décision ultime revient aux chefs d'État. C'est vrai qu'il y a plusieurs ordres de discussion et de négociation, du niveau des experts jusqu'au niveau politique.
Mais c'est au niveau politique que les décisions sont prises. Et les chefs d'État, quand même, durant tout le processus, ont toujours validé, disons, les recommandations des experts et des ministres, à chaque fois. Donc, à part peut-être ce qu'on a connu un peu lors de la signature, parce que l'événement majeur lors de la signature, c'est l'absence du Nigeria. On se rappelle tous qu'à Kigali, à la veille quand même des négociations, on a eu toute tout le monde, tous les experts ont reçu cette information, que le Nigeria n'avait pas signé l'accord. Donc c'était comme une explosion, comme une bombe. Moi je l'ai appelé un attentat en fait. Parce que quand même, signer un accord de libre-échange continentale africaine sans la première puissance économique de l'Afrique, ça peut quand même sonner comme étant, disons, une explosion. Donc, à part ça, le Nigeria, quelques mois après, quand même, a rejoint, en tout cas, le lot des pays qui ont signé cette zone de libre-échange continentale africaine. Donc, sur le plan politique, ça a été une réussite parce que, quand même, il y a eu, en tout cas, cette volonté politique des chefs d'État quand même d'aller très vite vers la signature et la ratification. Alors, quatrième point également, je considère que c'est un triomphe aujourd'hui juridique. Pourquoi c'est un triomphe juridique? Parce que autant il y a des conflits quand on regarde le continent africain, mais sur le plan juridique également, les textes ne se parlaient pas. Il y a ce que moi j'appelle le patchwork réglementaire, donc une fragmentation en tout cas réglementaire. Prenez n'importe quelle décision, chaque pays avait sa propre législation. Et c'était un peu compliqué pour un opérateur économique. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui en Afrique, on avait un taux de commerce intra-africain assez faible, parce qu'il n'y avait pas de visibilité pour un opérateur économique. Il était beaucoup plus facile pour un Sénégalais, par exemple, d'amener sa marchandise aux États-Unis, en Chine ou en Europe, que de l'amener au Kenya, par exemple, alors qu'on est dans le même continent. Parce que les règles n'étaient pas harmonisées, donc chacun avait sa propre réglementation. Même sur le plan des services, aujourd'hui, il était plus facile pour une banque française de s'implanter sur le continent qu'une banque, disons, kenyane, une banque éthiopienne de le faire. Parce qu'il y avait énormément de contraintes réglementaires, chaque pays avait sa propre législation, et les législations, malheureusement, ne se parlaient pas. Donc, en ayant aujourd'hui un accord qui harmonise, disons, les réglementations, on permet un peu quand même d'avoir ce que moi j'ai appelé, dans le cadre de cet échange-là, un triomphe juridique, parce qu'au moins on a pu parvenir à une harmonisation. Et on est même allé au-delà sur certains aspects quand même. On a eu une uniformisation aujourd'hui des pratiques, une uniformisation en tout cas des transactions, des réglementations dans le cadre du commerce. Donc tout cela, on peut considérer comme étant, disons, un triomphe sur le plan juridique. C'est également un accord holistique. Pourquoi l'accord est holistique? Parce que globalement, c'est un accord qui concentre énormément de domaines, beaucoup de domaines. Je pense si on prend par exemple le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, globalement on n'a que 3 accords, au-delà de l'accord de Marrakech. On a un accord sur les marchandises, un accord sur les services et un accord sur les droits de propriété intellectuelle. On a d'autres accords, mais ce ne sont pas des accords multilatéraux, ce sont des accords plurilatéraux, donc qui réunissent certains membres, mais pas tout le monde. Mais dans la zone de libre-échange continentale africaine, quand même, on a un package d'accords qui réunit tous les pays, en tout cas, qui sont membres de la zone de libre-échange continentale africaine. On a d'abord dans la première phase l'accord cadre qui a institué la zone de libre-échange continentale africaine. Ensuite de cet accord-là, on a eu un accord sur le commerce des marchandises et un accord sur le commerce des services. Après également, on avait un accord également sur le règlement des différends. Donc dans la première phase déjà. Et dans la deuxième phase, on a pu négocier, adopter un accord sur les droits de propriété intellectuelle, un accord sur la politique de concurrence, un accord sur les investissements et un accord sur les jeunes et les femmes dans le cadre du commerce. Et si on prend aujourd'hui ces accords-là, je donne l'exemple de l'accord sur le commerce des marchandises, on a pu parvenir quand même à libéraliser 97% des marchandises. Donc c'est 90% qui sont libéralisés de manière immédiate juste après l'entrée en vigueur. Et après, il y a 7% qui concernent en tout cas des produits sensibles qui seraient libéralisés après. Donc il reste 3% et ces 3% sont considérés jusqu'ici comme étant des produits exclus. Parce que ce sont des produits quand même qui présentent une certaine spécificité et on sait que dans certains pays quand même il y a une industrie naissante. Donc pour ne pas exposer en tout cas ces industries ou ces produits-là et préserver peut-être l'économie de ces pays, on a décidé d'exclure en tout cas quand même 3% des lignes tarifaires. Mais globalement on a 97% aujourd'hui de lignes tarifaires, c'est-à-dire de produits et de marchandises qui seraient libéralisés. Et la libéralisation se fera de manière progressive.
en tenant compte également du niveau de développement de chaque État. Il est holistique également parce qu'au-delà des marchandises également, dans le cadre du commerce des services, on a pu libéraliser, avoir un accord pour libéraliser l'essentiel des services. Donc on a 12 secteurs de services quand on prend la nomenclature, mais sur les 12 secteurs de services, les 5 secteurs qui sont considérés comme étant prioritaires pour tous les pays font l'objet aujourd'hui d'une libéralisation. C'est quel secteur de services? On a d'abord le secteur de services le plus important, qui est les services, disons, comment on appelle, les services aux affaires, les services fournis aux entreprises. Donc c'est tout ce qui est services professionnels, services informatiques, services de gestion de données, entre autres. Donc ce secteur-là, quand même, on a pu le libéraliser dans le cadre du commerce des services. Le deuxième secteur de services, c'est les services de communication. Dans les services de communication, on a les télécommunications, donc tout ce que font les opérateurs de téléphonie, les fournisseurs de services d'Internet, de voix, entre autres. On a quand même également libéralisé les secteurs audiovisuels, donc les secteurs cinématographiques, les secteurs de télévision, entre autres. Et les services quand même de courrier, donc tout ce qui est services postaux, services de livraison de courrier, entre autres. Donc tous ces secteurs-là quand même sont libéralisés également dans le cadre de ces secteurs. Le troisième secteur, c'est les services financiers. Donc globalement dans les services financiers, on a tout ce qui est services bancaires, l'activité des banques, tout ça, et même des banques nouvelles, donc qui utilisent, disons, les technologies. On a également libéralisé dans ce même secteur les services financiers, les services d'assurance, parce que dans les services financiers, on a les services bancaires et les services d'assurance. Le quatrième secteur, c'est les services de tourisme et de voyage. Donc, tout ce que font les agences de voyage, les réceptifs hôteliers, les services de restauration, entre autres. Et le dernier service, qui est également un service extrêmement important, c'est les services de transport. Donc, tous les services de transport, que ce soit le transport aérien, le transport terrestre, le transport ferroviaire, et même les transports multimodaux. Donc, vous voyez bien, quand je parle d'un accord holistique, la globalité que ça renferme, aussi bien sur les marchandises que sur les services. Et au-delà de ça, on a pu quand même, en même temps également, avoir un accord sur les investissements, les politiques de l'investissement en tant que tel, pour un peu réguler ce qui se passe et pouvoir attirer davantage, en tout cas, des investissements. Idem sur la politique de concurrence, on a un protocole également qu'on a pu négocier et on a pu obtenir quand même l'accord de tous les parties. De même, sur le commerce numérique également, il y a un accord aujourd'hui qu'on a obtenu et un accord sur les droits de propriété intellectuelle. Donc le dernier accord qu'on a négocié et qu'on a signé il n'y a pas longtemps, c'est l'accord sur les femmes, la prise en compte des femmes et des jeunes dans le commerce. C'est juste pour quand même que cet accord-là puisse être inclusif, que cet accord-là ne puisse laisser personne en rade. Donc quand je vous dis que c'est un accord qui est quand même holistique, c'est sur la base en tout cas de cette globalité. Et au-delà de ces textes-là également, il est prévu, parce que c'est des négociations qui se poursuivent jusqu'à présent, il est prévu également de négocier certaines annexes sur le commerce numérique également, parce que moi je le dis en regardant un peu le protocole sur le commerce numérique, ce qui est libéralisé, ça va au-delà du commerce numérique. C'est l'économie numérique dans sa globalité, parce que là on parle même de la gouvernance des données, et tout ça, ça entre dans le cadre de l'économie numérique, ça impacte l'économie numérique dans sa globalité. Donc il est prévu également quand même certaines annexes qui seront également, disons, négociées et adoptées, et ça va permettre de faciliter le commerce intra-africain, comme je l'ai dit, et accroître davantage les échanges. Et comme on le sait, le commerce est facteur de développement. Aujourd'hui, les pays les plus développés, ce sont les pays qui participent le plus au commerce international. Donc, si on parvient quand même à recalibrer notre continent, donc, et le mettre quand même dans le concert des nations qui font le commerce, également, ça va nous permettre quand même de réduire drastiquement la pauvreté, de créer de la valeur, de développer des chaînes de valeur, de créer de l'emploi et de réduire la pauvreté. Donc c'est en cela en tout cas que moi je pense que la zone de libre-échange continentale africaine également est un tournant économique. Et comme je l'ai dit, c'est un tournant économique très décisif. Aujourd'hui, on se retrouve dans un marché de 1,3 milliard de consommateurs déjà. Et c'est l'accord le plus important en termes de nombre de participants. Pour la première fois, on se retrouve avec un accord qui regroupe 54 membres, 54 États, c'est jamais vu. Et avec 1,3 milliard de consommateurs déjà. Et aujourd'hui, les prévisions de la Banque africaine de développement nous disent également que si l'accord est mis en œuvre d'ici 2035, ça va créer, en tout cas, augmenter des revenus sur le continent de 7%. Donc ça, c'est extrêmement important. Et de la même manière également, ça va permettre de tirer 30 millions d'Africains de la pauvreté.
Donc en termes économiques, c'est extrêmement important. C'est 25 000 milliards de PIB cumulés, l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine. Donc c'est un tournant économique assez décisif quand on voit dans ce protocole. Je suis en train de parler de points positifs, mais c'est vrai qu'il y a certains qui se disent, mais attends, il n'y a pas que de points positifs dans l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine. Il y a forcément peut-être des menaces et des risques. Et je pense que ces menaces-là, ça existe bel et bien. On tient compte de ces menaces et je pense qu'il y a quand même des initiatives qui sont en train d'être prises pour endiguer un peu ces menaces. Mais bon, ce sont des menaces peut-être éventuelles qu'on va peut-être également évoquer. Alors, quelles sont les menaces? Donc, puisque j'ai identifié 6 points positifs, donc juste pour équilibrer, je vais également identifier 6 menaces quand même qu'on pourrait retrouver. Alors, il y a des risques potentiels, tout le monde le sait. Quand on ouvre un marché, quand même, il y a forcément des risques potentiels. Deuxièmement, il y a des défis infrastructurels. Oui. Il y a également le risque de pratiques anticoncurrentielles. On est sur un marché. Il y a des capacités industrielles qui peuvent se passer, qui peuvent poser problème. Il y a également la question des arrangements institutionnels. Et enfin, les outils opérationnels qui pourraient être inopérants. Donc, ce sont les 6 menaces que moi j'ai en tout cas pu identifier un peu en regardant. Alors, des risques éventuels, oui, il y en a beaucoup, beaucoup de risques. Parce que là, on est dans le cadre d'un marché où interviennent beaucoup de pays, avec des niveaux de développement quand même qui sont asymétriques. Aujourd'hui, on a des pays quand même qui, en termes de population, ne dépassent pas d'1 million, donc c'est des minuscules marchés. Et de l'autre côté, on a quand même des géants avec peut-être un marché comme le marché nigérien avec 300 millions de consommateurs. Donc il y a ces inégalités-là. Donc il y a forcément, en tout cas, une menace que ces inégalités-là quand même s'accentuent davantage parce qu'on aura comme l'impression que certains pays vont tirer plus profit de la zone de libre-échange continentale africaine que d'autres parce qu'il y aura une concurrence entre des entreprises qui ne seront pas de même taille économiquement. Donc ça, c'est quand même ce qu'on pourrait considérer comme étant des risques potentiels, des risques éventuels. Est-ce que cette zone de libre-échange continentale africaine ne va pas accentuer davantage les inégalités? Donc en, disons, favorisant plus les pays les plus développés, je pense à l'Afrique du Sud par exemple, qui est un géant économique, à la Tunisie, à l'Égypte, au Nigeria, peut-être que d'autres pays qui économiquement ont d'énormes difficultés. Et sur les risques, toujours sur les risques également, il y a les défis infrastructurels. Aujourd'hui, on parle de libéraliser le commerce, faciliter la libre circulation des marchandises, des personnes, des biens, des capitaux et même des données. Mais on a besoin d'infrastructures pour ça. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a quand même, et ça c'est une réalité, un manque d'infrastructures quand même sur le continent. Il y a aujourd'hui des corridors qui posent énormément de problèmes. Donc s'il n'y a pas ces corridors-là, s'il n'y a pas ces infrastructures-là, les infrastructures de communication, de télécommunication, les infrastructures comme les routes de transport, donc s'il n'y a pas de routes, si aujourd'hui on n'a pas de bons aéroports, de bons ports, si on n'a pas de compagnies aériennes, c'est vrai qu'il y a certaines compagnies aériennes quand même qui sont très grandes compagnies. Je pense à Ethiopian Airlines, je pense à South African, Egyptair, mais quand même il y a d'autres pays quand même où on a énormément de difficultés pour se déplacer en utilisant en tout cas les transports aériens. Ça pose problème. Toujours sur le plan des infrastructures également, les infrastructures de télécommunication. Je parlais tout à l'heure de la libre circulation des données. Mais pour qu'on puisse avoir une souveraineté sur nos données, mais il faut avoir des infrastructures de stockage de données comme les data centers. Or, aujourd'hui, les statistiques sont alarmantes parce qu'ils disent qu'il n'y a que 1% de centres de données qu'on retrouve, en tout cas sur le continent africain. Donc là, je pense que ça pose énormément de soucis. Donc le défi infrastructure, c'est une menace quand même réelle sur la zone de libre-échange continentale africaine. Donc si on veut réussir cette zone de libre-échange continentale africaine, il faudra peut-être parvenir à régler ce défi infrastructure. Alors, le troisième risque, comme je l'ai dit, c'est les pratiques anticoncurrentielles. Et c'est normal, on va forcément voir ces pratiques anticoncurrentielles. Ce n'est pas pour rien qu'on a prévu quand même d'avoir un protocole sur le règlement des différends, parce qu'on sait que les différends vont survenir. Quand il y aura, disons, une augmentation des échanges, forcément, il y aura ce que peut-être certains appellent un étincellement juridique, parce qu'il se posera des défis de concurrence. Donc ça, c'est également des défis réels, parce que qu'est-ce qui va se passer? Ce sera un instinct de sûreté. On va ouvrir les marchés parce que c'est ce qu'on demande. Sur les marchés, c'est
déjà 90% à l'immédiat, et dans un horizon en tout cas proche, ça sera 97%. Donc il y aura des produits, il y aura des entreprises qui seront exposées, et il y aura même des économies, des pays qui seront exposés à une concurrence telle qu'ils auront cet instinct de survie en prenant peut-être en adoptant des pratiques qui pourraient être considérées comme étant des pratiques anticoncurrentielles. Donc ça également, c'est une menace sur tous les marchés, et ce sera une menace également qui déclare la zone de libre-échange continentale africaine. Alors, l'autre menace également, c'est sur les capacités industrielles. Et ça également, comme je l'ai dit, c'est extrêmement important. Si on n'a pas de capacités industrielles, ça va être très compliqué pour nous de faire du commerce. Aujourd'hui, si on est sous-évalué dans le cadre du commerce, c'est parce que l'essentiel des produits que nous échangeons entre nous, mais c'est des produits, c'est des matières premières, c'est des produits bruts qui n'ont subi aucune transformation industrielle, aucune valeur ajoutée. Et le risque, c'est quoi? C'est qu'en exportant de la matière première, mais sans le savoir, on est en train en même temps d'exporter également de l'emploi. Donc, pour qu'on puisse avoir quand même davantage d'emplois sur nos territoires, il faudrait quand même que nos capacités industrielles soient beaucoup plus développées. Or, cela également, c'est une réalité. On a, sur le plan industriel, quand même, il y a certains pays qui sont complètement dépourvus. Donc, ce qui font qu'ils n'exportent que des matières premières. Donc, si on veut aujourd'hui réussir la zone de libre-échange continentale africaine, il y a quand même des efforts à faire à ce niveau sur le plan industriel. Alors, une autre menace, c'est par rapport à ce que moi j'appelle les arrangements institutionnels. Je donne un exemple. En Afrique, on a beaucoup d'organisations. Donc, sur le plan institutionnel, il y a énormément d'organisations. Et en créant la zone de libre-échange continentale africaine, c'est d'autres institutions quand même qu'on va en même temps créer. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que certains pays, tous les pays d'ailleurs, vont obliger de cotiser davantage pour qu'on puisse avoir un budget conséquent pour faire tourner ces institutions. Donc ça également, ça peut être un risque. Si on sait aujourd'hui que certains États peinent à cotiser, et même les cotisations en fait ne sont pas aussi conséquentes. Il y a les contributions des bailleurs qui font tourner peut-être l'essentiel de nos institutions. Donc aujourd'hui, si on a du mal à financer nos institutions, en créer d'autres peut être un risque. On a déjà l'essentiel de ces protocoles-là. Pour la mise en œuvre, il faut des institutions, il faut des organes, que ce soit dans le commerce des services, dans les droits de propriété intellectuelle, le règlement des différends. Ce seront des organes davantage qu'on va créer. Et ces organes-là vont avoir besoin de ressources en tout cas pour pouvoir fonctionner. Or, les ressources, c'est ce qui un peu manque à l'Afrique. Donc ça également, ça peut être un souci. Alors, le dernier souci également, c'est par rapport aux outils, les outils opérationnels. Parce que pour qu'on puisse quand même mettre en œuvre cette zone de libre-échange continentale africaine, au-delà des organes, il y a également des outils, des outils opérationnels. Je donne un exemple. Dans le cadre du commerce des marchandises, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de barrières. Donc, et c'est ce que la zone de libre-échange continentale africaine veut démanteler. À la fois les barrières tarifaires et les barrières non tarifaires. Parce que les barrières tarifaires sont des barrières qui sont acceptables, certes. Comme je l'ai dit, ce ne sont pas toutes les marchandises qui sont libéralisées. Il y a certaines marchandises qui sont considérées comme étant des produits exclus, d'autres comme étant des produits sensibles qui ne sont pas encore libéralisés. Et pour ces produits-là, il est normal que les pays, quand même, disons, imposent des droits de douane. Donc ça, ce sont des barrières tarifaires qui sont acceptables. Mais par contre, ce sont les barrières non tarifaires qui ne sont pas acceptables. Et ce sont d'habitude les restrictions qu'on retrouve le plus, donc les barrières non tarifaires. Là, on a quand même pu mettre sur pied un outil qui permet un peu de tracer et de supprimer toutes ces barrières non tarifaires. Donc, si vous êtes un opérateur économique, vous voulez exporter votre marchandise, vous arrivez dans un pays, donc on vous impose certaines restrictions qui ne sont pas tarifaires, qui ne sont pas légales, au vu de la ZLK, vous avez la possibilité quand même d'aller sur une plateforme et signaler ça. Donc, sur le plan aujourd'hui opérationnel, donc, il faudrait quand même que ces instruments-là puissent s'opérer partout. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, sur le défi infrastructurel, dans certaines zones, est-ce qu'il y a des opérateurs qui peuvent avoir la connexion possible, disons, requise pour pouvoir signaler ces barrières-là? Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ces outils institutionnels-là, ces outils opérationnels-là peuvent être, disons, oui, opérationnels, peuvent être fonctionnels,
dans certaines zones qui ne sont pas couvertes par, disons, par les télécommunications, l'Internet, entre autres. Donc ça également, c'est extrêmement important. Si on veut réussir aujourd'hui la zone de libre-échange continentale africaine, il faudra quand même que ces outils opérationnels-là soient fonctionnels. Et l'autre souci sur les outils opérationnels, l'essentiel de ces outils, ce sont des outils numériques. On a également le PAFS, le Pan-African Payment Settlement, en fait, le Pan-African Payment Settlement System, le système pan-africain de paiement et de compensation. Donc ça permet un peu de résoudre la diversité de monnaies. Donc si aujourd'hui je veux acheter par exemple avec un Sud-Africain, moi en tant que Sénégalais j'utilise le CFA, j'utilise le RAM. Donc il est extrêmement compliqué. Le CFA n'est pas une monnaie encore légale en Afrique du Sud. Et je ne pense pas quand même qu'il y ait au Sénégal quelqu'un qui puisse accepter le RAM. Donc forcément, on sera obligé de convertir nos monnaies pour pouvoir échanger. Ce qui se fait jusqu'ici, c'est qu'on utilise le dollar, parce que le dollar peut être utilisé au Sénégal et en Afrique du Sud. Or, le dollar, c'est une monnaie externe, donc ça pose problème. Et pour résoudre cette question-là, on a opérationnalisé ce qu'on appelle le PAFS, le système de paiement. Donc, ça me permet, moi, en payant en CFA, ça permet, le Sud-Africain va recevoir, non pas en CFA mais en dollars, mais en rente directement. Donc, ça règle la question de la convertibilité des monnaies. Donc, ces outils-là, comme je l'ai dit, c'est des outils numériques. Et les outils numériques, ils stockent énormément de données. Aujourd'hui également, pour ces outils opérationnels, si on n'a pas des centres de données sur le plan infrastructurel, ça va poser problème. N'oublions pas, on est dans le cadre du commerce où les données sont extrêmement importantes. Aujourd'hui, si on devait loger ces données-là, par exemple dans un autre pays, je pense que ce sont ces pays-là qui vont plus bénéficier de notre marché parce qu'ils auront nos données apparaître. Donc, il faut que ces outils opérationnels-là, quand même, qu'on puisse s'entourer de toutes les garanties pour qu'on, sur le plan quand même du stockage des données, que les données puissent être localisées sur le continent et puissent profiter aux opérateurs, en tout cas, du continent. Donc, c'est ça, en fait, en quelque sorte, les défis qui peuvent se poser. Mais comme je l'ai dit, ce sont des défis qui, heureusement, ont été prévus lors des négociations. Et là, on est en train de tout faire pour, quand même, réduire leur impact. Parce que forcément, il y aura un impact. La zone de libre-échange continentale africaine, c'est comme la Coupe d'Afrique des Nations, en fait. On demandera aux différents États de venir compétir sur un seul marché. Et comme dans toutes les compétitions, peut-être il y aura des États qui vont venir chercher l'échec, d'autres vont venir chasser l'échec. C'est tout à fait normal. Il y aura des pays peut-être qui vont beaucoup plus profiter de la ZLECAf que d'autres. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'instruments qui sont prévus. Aujourd'hui, il y a un fonds de garantie, par exemple, qu'on va alimenter et qui va permettre un peu de résorber le gap quand même causé par disons, la suppression des tarifs douaniers. Comme nous le savons, les pays fonctionnent souvent grâce aux recettes douanières, donc tout ce qui est douane et taxes. Donc si aujourd'hui on demande à certains pays quand même de ne plus lever de droits de douane, ça va avoir un impact sur leur budget. Donc c'est la raison pour laquelle il y a un levier pour permettre quand même, disons, de compenser la perte de ces recettes douanières. Donc en gros, ce sont en tout cas les menaces donc, qui peuvent en tout cas se poser dans le cadre de cette zone de libre-échange continentale africaine. Mais je voudrais peut-être rapidement terminer sur les perspectives. Les perspectives, parce que dans la zone de libre-échange continentale africaine, je pense que vous l'avez rappelé, c'est tout un processus. Donc, on a commencé depuis donc, la conception, le traité de l'Abuja, en passant par le lancement, disons, des négociations, la ratification, la signature, la ratification et la mise en œuvre. Depuis 2019, en juillet 2019, on a démarré ce qu'on appelle la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale africaine. Pourquoi la phase opérationnelle? Parce que puisqu'on a signé et ratifié, donc ce qui reste, c'est mettre en œuvre. Mais pour mettre en œuvre, il y a des outils donc, qui doivent accompagner. Sur le commerce des marchandises, par exemple, l'outil le plus important, c'est les règles d'origine. Aujourd'hui, on a décidé de supprimer les droits de douane sur les produits et les marchandises. Mais ça ne concerne que les marchandises d'origine africaine. Mais comment déterminer qu'une telle marchandise est originaire de l'Afrique? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les droits de douane, les règles d'origine. Donc il faut quand même qu'on puisse identifier, une fois quand une marchandise arrive, qu'on puisse identifier la marchandise comme étant d'origine effectivement africaine. Donc c'est la raison pour laquelle là, on est en train de négocier ce qu'on appelle les règles d'origine et ça fait partie des perspectives. Comme perspective également, c'est aujourd'hui le commerce guidé. Il y a une initiative, par exemple, qu'on a appelée l'initiative commerce guidé. C'est pratiquement la phase pilote de la zone de libre-échange continentale africaine. Donc, il y a certains pays quand même qui sont prêts et qui ont déjà démarré les échanges entre eux.
Et dans ce cadre-là qu'on appelle, dans le cadre de l'initiative qu'on appelle l'initiative commerce guidée, il s'agit de 8 pays et aujourd'hui il y a beaucoup de pays qui ont émis en tout cas le souhait de rejoindre ces pays-là dans le cadre de ce commerce guidé-là. Et ça va faire partie également des perspectives. Comme autre perspective également, toujours dans les instruments en tout cas qui vont permettre l'opérationnalisation, si on prend le commerce des services, donc sur le commerce des marchandises, les outils dont on a besoin, c'est ce qu'on appelle les listes de concessions tarifaires. On va demander à chaque pays de donner la liste des 90 produits qu'il libéralise déjà. Et de ces pays, la liste des 7% de produits, voilà, comme j'ai dit, c'est 90% de produits qui seront libéralisés. Il faut que les pays soumettent la liste de 90% des produits qui sont libéralisés, qui ne paieront plus de droits de douane. Les pays vont également transmettre les 7% des produits considérés comme sensibles et les 3% des produits qui sont exclus donc, de la libéralisation. De la même manière également sur le commerce des services, on attend également l'outil important qui est les listes d'engagement spécifiques. Donc les pays vont, disons, transmettre des listes sur lesquelles ils vont montrer les secteurs de services, comme je l'ai dit, les services qui sont considérés comme prioritaires, les secteurs de services qui sont libéralisés dans le cadre de cette zone de libre-échange continentale africaine. Alors maintenant, au-delà même de ces outils qu'on attend, qui font partie aujourd'hui de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, je pense qu'en termes de perspective, il faudra peut-être intensifier la sensibilisation. Parce que je sais qu'il y a certains qui ne sont pas encore au courant de cette zone de libre-échange continentale africaine. Or, c'est quand même une réalité qui va nous impacter, qui nous impacte déjà et qui va nous impacter. Donc, il est normal aujourd'hui que les populations qui seront impactées puissent être sensibilisées de l'ensemble de ces enjeux-là. Et je voudrais d'abord remercier encore l'ASPAC pour avoir quand même cette idée-là, dans le cadre de leur séminaire, de parler prioritairement de la zone de libre-échange continentale africaine. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes les organisations, toutes les universités devaient en tout cas s'inscrire dans cette stratégie, dans cette initiative-là. Comment faire de sorte qu'aujourd'hui les Africains puissent être au courant de cette zone de libre-échange continentale africaine. Nous, au niveau du ministère du Commerce, on a fait énormément de tournées, d'activités. On a travaillé avec le secteur privé, la société civile, les universités. L'année dernière, on a eu des échanges en tout cas assez importants avec l'université Gaston Berger de Saint-Louis. On a prévu encore d'en tenir avec les autres universités. Moi, je pense que c'est dans ce sens-là, Camille, que tous les pays africains doivent en tout cas se lancer juste pour intensifier la sensibilisation. Le dernier élément, c'est le renforcement de capacité. Il faut renforcer les capacités, à la fois les institutionnels qui sont chargés de négocier les accords, le secteur privé qui va mettre en œuvre ces accords-là, la presse, l'université, mais tout le monde en fait, même le secteur privé, surtout le secteur privé, pour qu'ils puissent savoir quels sont les produits libéralisés, quels sont les secteurs libéralisés. Je pense que c'est extrêmement important également qu'au-delà de cette sensibilisation également, qu'il y ait des activités de renforcement de capacité. Et à ce niveau-là également, on entend en tout cas le laboratoire. Donc en gros, voici en tout cas les questions que je voudrais peut-être évoquer en termes d'enjeux, mais également en termes de perspectives. Merci beaucoup, M. Dianka. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez parlé pertinemment concernant les opportunités de la zone de libre-échange continentale africaine. Vous avez aussi parlé de ces obstacles éventuels. Mais M. Dianka, après 3 ans d'opérationnalisation, où en sommes-nous actuellement avec la zone de libre-échange continentale africaine? Donc, pour dire que depuis son entrée en vigueur, quels sont les effets observables de cette zone de libre-échange continentale africaine? Alors, merci beaucoup pour la question, elle est extrêmement importante. Je pense l'avoir un peu brossé dans le cadre quand je décrivais un peu le processus. La ZLECA, c'est une libéralisation qui doit se faire de manière progressive. Parce que comme je l'ai dit, il y a des pays qui n'étaient pas prêts. Mais je pense que pour l'instant, tous les pays sont prêts. Parce qu'on a pu quand même avoir des phases pilotes dans le cadre des communautés économiques régionales. C'est vrai que c'est à des niveaux quand même d'intégration qui ne sont pas au même rythme. Il y a aujourd'hui des communautés économiques régionales qui sont beaucoup plus intégrées que d'autres. Je donne l'exemple de l'UOMOA. Quand même qu'il y a une étape très poussée. On a une union douanière, on a une monnaie commune. Certains pays n'ont pas, en tout cas ne sont pas encore à ce niveau-là, mais je pense que des pays qui sont déjà membres d'une union douanière ont déjà pu expérimenter c'est quoi une zone de libre-échange continentale africaine et sont plus susceptibles quand même de réussir, de tirer le profit, en tout cas
leur épingle du jeu que d'autres. Donc, comme je l'ai dit, ça se fait de manière progressive. Donc, on a déjà des instruments, les cadres, donc les protocoles. On a, disons, il reste quelques instruments, les règles d'origine. On ne peut pas libéraliser les marchandises sans les règles d'origine. Il faut qu'on puisse savoir quels sont les pays, quels sont les produits qui bénéficient, disons, de la nationalité ZLECAf, qui peuvent circuler sans payer des droits de douane. Donc, ce qu'on a pu réaliser aujourd'hui, et que je considère comme étant peut-être un résultat concret, c'est l'initiative du commerce guidé. Depuis 2019, il y a des pays qui exportent des marchandises sous le régime de la ZLECAf. Je donne l'exemple du Ghana qui abrite le siège de la ZLECAf. Et aujourd'hui, si certains pays ont souhaité rejoindre cette initiative, c'est parce que c'est justement une réussite. Donc, certains pays sont en train peut-être de constater, en temps réel, en tout cas, les effets positifs de cette zone de libre-échange continentale africaine. Malheureusement, le Sénégal n'est pas encore membre de cette initiative, mais nous faisons partie des postulants et nous pensons que dans les mois à venir également, on va rejoindre cette zone de libre-échange continentale, cette initiative guidée, et vivre en tout cas concrètement les bénéfices de cette zone, de cette libéralisation. Mais pour l'instant, comme je l'ai dit, ça sera extrêmement compliqué sans les instruments. Sur le commerce des services, on n'a pas encore tous les instruments, comme par exemple les listes d'engagement spécifiques qui permettront d'identifier les différents secteurs de services, les fournisseurs de services qui peuvent circuler librement sur le continent pour bénéficier de ces régimes de la ZLECAf. On attend également des listes de concessions tarifaires pour identifier les produits qui sont exclus. Mais comme je l'ai dit, l'initiative du commerce guidé est déjà une réussite et c'est salué par plusieurs États. Et les pays qui ne sont pas encore membres quand même souhaitent le rejoindre rapidement. Merci beaucoup. Vous avez parlé tantôt de compétition. Une zone de libre-échange continentale est une compétition. Et l'Afrique est un continent constitué avec des pays à géométrie variable. Pour dire que les économies africaines sont hétérogènes, avec des pays comme l'Afrique du Sud, le Maroc, le Nigeria, ainsi que l'Égypte, qui ont une base industrielle très solide, alors que d'autres pays peuvent être handicapés par la faible diversification de leurs économies. Parce que si nous comparons le Maroc et le Tchad, le Maroc qui a une exportation basée sur plus de 80 produits, alors que l'exportation du Tchad à 82% et se concentre sur un seul produit, le pétrole. Donc les pays ne gagneront pas de la même façon dans la zone de libre-échange continentale africaine. Est-ce que vous pouvez vous revenir sur les mécanismes, ou bien est-ce que s'il y a des mécanismes mis en place par l'Union africaine pour un peu minimiser cet écart entre les pays? Absolument, il y a plusieurs mécanismes. Il y a des mécanismes déjà au sein de la ZLECAf, mais il y a des mécanismes également en dehors de la ZLECAf, mais toujours dans le cadre de l'Union africaine. Tout à l'heure, j'ai parlé de défis et je pense que vous les avez évoqués. Aujourd'hui, il y a certains pays quand même qui sont dépourvus d'infrastructures pour pouvoir permettre au commerce intra-africain. Aujourd'hui, dans certains pays même, les marchandises ne circulent pas à l'intérieur. Pour que les marchandises puissent quitter les zones rurales pour aller dans les zones urbaines, c'est tout un problème. Donc, si vous demandez à ces pays-là quand même d'exporter leurs marchandises au-delà de leurs frontières, ça peut causer énormément de problèmes. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, déjà dans le cadre de l'Union africaine, il y a ce qu'on appelle le PIDA, donc le programme de développement des infrastructures en Afrique. Donc, qui vise aujourd'hui à doter l'Afrique d'infrastructures solides pour pouvoir, en tout cas, asseoir son développement. Et ces infrastructures-là sont des infrastructures de transport, comme je l'ai dit. Ça concerne également les infrastructures de télécommunication. Donc, ça, ce sont des outils également qui sont en train d'être mis en œuvre en dehors de la zone de libre-échange continentale africaine, mais qui vont aider quand même à la ZLECAf à pouvoir se concrétiser. À l'intérieur également de la ZLECAf, il y a des outils qui sont prévus. J'ai parlé en tout cas de ce fonds, en tout cas, le fonds de compensation. Donc, c'est un fonds qui va permettre aujourd'hui aux États qui seront impactés par les pertes de recettes douanières. Donc, si on vous demandait à un État qui a basé tout, disons, son développement sur les recettes douanières, si vous lui demandez aujourd'hui de ne plus percevoir ces recettes-là, ça va considérablement l'impacter. C'est la raison pour laquelle il y a ce fonds-là. C'est un fonds de compensation donc, qui sera alimenté et qui va permettre quand même aux États de pouvoir tenir. Autre chose également, dans tous les protocoles, on encourage les pays quand même à procéder à ce qu'on appelle le transfert de technologie. C'est extrêmement important. Si on ne met pas en œuvre ce transfert de technologie-là, au bénéfice des pays qui sont moins avancés, ils ne vont pas participer au commerce. Donc, il y a en tout cas
ce transfert de technologie-là, qui même dans certains protocoles-là, on a comme l'impression que c'est un transfert obligé. On demande aux États quand même de pouvoir faire l'effort. Pour des raisons de solidarité déjà, on est dans le même continent, il n'est pas normal quand même que cette zone de libre-échange continentale africaine impacte négativement certains États. Donc c'est la raison pour laquelle également, au-delà de ce fonds de garantie, de ce fonds de compensation dans cette situation, il y a également des instruments. Et n'oublions pas, la zone de libre-échange continentale africaine, c'est avant tout un cadre de coopération réglementaire, un cadre de coopération de manière générale. Donc ça va permettre aujourd'hui le transfert de technologie, le renforcement de capacité quand même, de doter, en tout cas de compétences certains pays qui en sont jusqu'ici dépourvus. Ça peut même faire rire parce qu'on a comme l'impression qu'il y a beaucoup plus de pays moins avancés en Afrique que de pays en développement. Ces pays qui s'en sortent, quand même, on peut les citer en tout cas du bout des doigts. En fait, ce ne sont pas trop nombreux. Sinon, l'essentiel quand même de ces pays-là sont des pays qui peinent à participer à ce commerce-là. C'est la raison pour laquelle je disais que par souci de solidarité peut-être, on va essayer de mettre en œuvre cette carte de coopération réglementaire pour quand même, avec le transfert de technologie, avec le partage d'expérience, quand même, comment aider certains pays à s'en sortir davantage. Mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'instruments qui sont prévus, aussi bien en dehors de la ZLECAF que dans le cadre de cette zone de libre-échange continentale africaine, pour faciliter quand même et réduire davantage les inégalités au sein des pays. Donc c'est une sorte de mécanisme de péréquation, comme le cas de l'Union européenne. Oui, forcément, il y aura ce sera sous la forme d'un mécanisme de péréquation, comme vous l'avez dit. Ça va permettre un peu de compenser les pertes, en quelque sorte. Très bien. Dans la zone de libre-échange continentale africaine, M. Dianka, vous nous avez parlé de l'agriculture, vous nous avez parlé de l'industrialisation, vous nous avez parlé des infrastructures, mais quelle est la place de l'agriculture dans cette zone de libre-échange continentale africaine? Puisque le commerce agricole intra-africain aussi demeure très faible. Est-ce que ceci n'offre pas une occasion, au moins, de booster l'agriculture en Afrique pour qu'on puisse parvenir, que l'Afrique puisse nourrir à l'Afrique? Mais la place de l'agriculture, elle est centrale, elle est incontournable. On ne peut pas imaginer la zone de libre-échange continentale africaine sans l'agriculture. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, si aujourd'hui on a décidé de libéraliser, disons, les produits d'origine africaine, ça va profiter d'abord, prioritairement à l'agriculture. Parce que le premier produit originaire, c'est le produit qui est cultivé sur le continent. Et quand on parle de produit ordinaire, donc forcément, on parle de l'agriculture. Donc c'est davantage pour booster, renforcer déjà les capacités agricoles des continents qu'on a décidé quand même de permettre aux producteurs de pouvoir vendre facilement leurs produits. Parce que s'il y a un secteur qui doit le plus profiter de cette zone de libre-échange continentale africaine, ça doit être l'agriculture. Donc au-delà aujourd'hui de cette ouverture de marché qui permettra aux produits agricoles de pouvoir circuler, on insiste encore sur le renforcement des capacités industrielles parce qu'il ne faudrait pas quand même que les produits puissent être, disons, vendus de manière brute en tant que matière première. Il faut quand même développer les capacités industrielles de ces États-là pour leur permettre également, pour permettre aux producteurs agricoles, disons, de transformer les produits. Transformer, déjà, qu'on puisse créer une véritable chaîne de valeur aujourd'hui, quand on prend un produit quelconque, qu'on puisse avoir une véritable chaîne de valeur. Et je pense que quand on regarde les différentes phases, les différentes étapes, disons, de l'intégration africaine que j'ai énumérées et qui sont prévues par le traité d'Abuja, c'est pour quand même davantage encourager le développement de ces chaînes de valeur-là. Et comme je l'ai dit, la chaîne de valeur agricole est la chaîne de valeur la plus importante aujourd'hui pour les pays africains. Et dans toute zone de libre-échange continentale africaine, la chaîne de valeur agricole, quand même, elle est prioritaire. Bon, on peut revenir sur les limites. Vous les avez parlé, vous les avez même intitulées de menaces. Donc, avec toutes les menaces institutionnelles, les carences en infrastructure, les limites industrielles, mais aussi de l'enchevêtrement simultané des appartenances à plusieurs communautés économiques régionales des pays africains. Est-ce que la ZLECAf a-t-elle une chance de réussir? Pour ne pas connaître l'expérience des institutions précédentes comme le NEPAD,
comme aussi d'autres institutions qui ont été mises en place, mais finalement n'ont rien donné. Alors, des chances de réussite, moi personnellement j'y crois pour plusieurs raisons. Comme je l'ai dit, quand on constate quand même une certaine volonté politique, là on peut avoir l'espoir quand même que ça va aller. Mais au-delà de ça, moi je dis que c'est un processus déjà. Et jusqu'ici, comme je l'ai dit, le processus prévoit quand même qu'on puisse parvenir à une communauté africaine sur un espace de 35 ans. Mais quand on regarde dans le processus, on est toujours dans les délais. Et la zone de l'échelle continentale africaine n'est qu'un processus aujourd'hui. Il y a une expérimentation, et c'est ce qui a été demandé par le traité d'Abuja, une expérimentation. On a dit aux États, organisez-vous par cercles concentrés, par communauté économique régionale, et essayez dans chaque communauté économique régionale d'avoir un processus d'intégration abouti. Donc on l'a vu, au niveau de l'UEMOA, c'était un peu compliqué, parce qu'il y a des difficultés de convergence. Tous les pays ne sont pas, disons, n'ont pas les mêmes convergences. Pourtant, on a pu réussir dans certaines zones. Aujourd'hui, on a pu réussir dans le cadre de la CEDEAO en, disons, ayant un tarif extérieur commun de la CEDEAO. Comme on a obtenu déjà un tarif extérieur commun de l'UEMOA, on a une monnaie commune au sein de l'UEMOA. Mais ce n'était pas évident au début, il y avait beaucoup de pessimisme au début. Et pourtant, on a réussi quand même à asseoir. Mais ce pessimisme persiste. Parce qu'avec une zone de libre-échange continentale, avec 42 monnaies, est-ce que... C'est ce que je disais. Et ces monnaies aussi qui ne sont pas converties entre eux. Vous en avez parlé tout à l'heure, le CFA et le rand. Mais il y a un processus, comme je l'ai dit, il y a un processus aujourd'hui. La monnaie fait partie des objectifs qui sont visés dans ce cadre de ce processus-là. Quand on va atteindre aujourd'hui le marché commun, qui sera la prochaine étape, parce que la quatrième étape, c'est la zone de libre-échange continentale africaine, mais également l'union douanière. Donc, dans le processus de la ZLECAf, après peut-être mise en œuvre, on va essayer d'avoir un tarif extérieur commun, donc c'est-à-dire tous les pays africains auront un seul tarif extérieur commun, donc ils vont l'appliquer comme ce qui se passe au niveau de l'UEMOA ou au niveau de la CEDEAO. Donc quand on va atteindre l'union douanière, on ira vers un marché commun. Et dans le marché commun, qu'est-ce qui est prévu dans le protocole? C'est une harmonisation aujourd'hui des politiques monétaires sur tout. Et quand on va pouvoir peut-être parvenir à harmoniser nos politiques monétaires, nos politiques fiscales, nos politiques financières, ce qui est prévu, c'est quand même qu'on puisse avoir maintenant une communauté économique africaine qui nous permettra d'avoir une monnaie commune. Donc la monnaie commune va arriver, mais ce ne sera pas de manière, disons, brusque. Donc ça se fera de manière progressive. Et c'est ce qui est pensé et c'est ce qui est prévu. Et comme je l'ai dit, jusqu'ici, le processus suit son cours. Le rythme, il est bon, comme on dit. On a espoir qu'on va parvenir à ça. Maintenant, comme vous l'avez dit, il y a énormément d'inquiétudes. Et c'est tout à fait normal. Il y a eu beaucoup de résistance. De toute façon, partout où on a pu, disons, lancer une zone de libre-échange dans l'Afrique, en fait, une zone de libre-échange, ça a toujours posé un grand souci. Je peux donner l'exemple de l'accord CETA entre l'Union européenne et le Canada. On sait tout ce qui s'est passé. Il y a une énormément de résistance. Surtout en Belgique où une communauté agricole s'est opposée pendant longtemps à la signature de cet accord-là. Il a fallu beaucoup de compromissions pour convaincre cette communauté-là pour qu'ils résistent. Et moi, j'ai toujours donné cet exemple-là pour dire à notre secteur privé, voilà ce qu'il faut faire. Si vous n'êtes pas d'accord sur les points de l'accord, mais il faut le dire, il faut le magnifier. Quand le Nigeria a refusé de signer, mais officiellement, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils avaient besoin de temps pour aller discuter avec le secteur privé. Tu vois un peu, donc pour dire que le secteur privé joue un rôle extrêmement important, il y a ces inquiétudes, mais il faut qu'on les pose pour qu'on puisse les identifier et les éradiquer s'il le faut. Heureusement, nous, dans le cadre, au plan national, nous avons déjà ce qu'on appelle un comité national de négociation commerciale internationale. Donc, c'est une structure au sein, en tout cas, de laquelle nous avons toutes les administrations qui sont concernées. Nous avons le secteur privé, nous avons la société civile. Et dans tout le processus, il y a des consultations régulières donc on organise au sein de ce comité pour identifier tous les risques. Donc, toutes les positions de négociation qu'on a eu à défendre dans le cadre de ces négociations sur la ZLECAf et pour lesquelles on a eu gain de cause, heureusement. Donc, toutes ces positions de négociation ont été définies au sein de ce comité-là. Et comme je l'ai dit, c'est un comité assez inclusif et très bien organisé parce qu'au sein de ce comité-là, on a des sous-comités sectoriels qui sont des bras armés techniques. Par exemple, sur le commerce des marchandises,
On a un sous-comité spécifique sur le commerce des marchandises, où on a des experts sur les règles d'origine, des experts sur la facilitation, entre autres, donc qui discutent, qui identifient les potentialités que nous avons et qui disent au ministère du Commerce, voilà ce que nous voulons, en tout cas, de cet accord-là. Donc on a ça, et ça nous permet au moins peut-être d'éviter ce qui s'est passé ailleurs, où on a vu des communautés qui se considèrent comme étant exclues, peut-être s'opposer et se braquer pour bloquer peut-être disons, la signature d'un accord. Donc nous, on a pu quand même, grâce à notre modèle quand même, parer à toutes les éventualités. Et je rappelle que ce modèle-là est aujourd'hui repris partout en Afrique. Aujourd'hui, ce qu'on a en Côte d'Ivoire, au Ghana et partout en Afrique, ce sont des modèles qui sont copiés sur le modèle sénégalais. Parce que eux, je pense que pour l'essentiel, ils n'avaient pas de comité de négociation. Donc les négociations étaient de l'apanage du gouvernement qui pouvait définir les positions et aller les défendre sans peut-être passer par les consultations. Mais nous, depuis très longtemps, on a quand même ce comité-là qui permet de définir ensemble, en prenant en compte en tout cas toutes les sensibilités nationales de l'économie, en tout cas du social, de l'environnement, et toutes ces préoccupations ont toujours été prises en compte dans le cadre de nos négociations. Et je pense que si on a cette stratégie comme intelligente de coopération au niveau interne d'abord, et ce même processus de consultation, on le fait également au niveau de la CEDEAO. Parce que dans ces consultations-là également, les communautés économiques, dans ces négociations, les communautés économiques régionales jouent un rôle extrêmement important. Et dans le cadre de la ZLECAf également, de la CEDEAO, on a pu harmoniser nos positions. C'est juste pour éviter qu'une fois, par exemple, dans la ZLECAf, qu'on ait des voies de score entre les pays membres d'une communauté économique régionale. Donc on a toujours pu harmoniser. Et juste là également, on harmonise. Sur les listes de concessions tarifaires, on a pu harmoniser pour avoir une liste commune. De même sur les services également, on a pu avoir une liste commune sur les services. Donc, qu'on a déposé au niveau de la zone de libre-échange continentale africaine. Donc, juste pour vous dire qu'il y a énormément, par exemple, une intelligence quand même qui permet un peu de réduire, disons, ce pessimisme-là. C'est vrai qu'il y en aura toujours, même quand on aura notre monnaie commune, quand on aura, disons, une communauté économique africaine, il y aura toujours quand même ce pessimisme-là qui existera. Mais heureusement, quand même, qu'on a tenu compte régulièrement. Oui, juste pour une dernière question avant de revenir, on prendra deux questions du Tchad. Mais parler de la place du Sénégal dans cette zone de libre-échange continentale africaine demeure fondamental. En tout cas, c'est l'un des premiers pays à avoir déposé son instrument de ratification depuis le 2 avril 2019. Et le Sénégal, un pays qui a une longue expérience en matière d'intégration économique. D'ailleurs, dès sa prise de fonction, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le 3 avril, dans son discours du 3 avril, s'est dit engagé fermement pour la réalisation des objectifs de la ZLECAf. Est-ce que le Sénégal a des opportunités dans cette zone de libre-échange continentale africaine? Et quelles sont aussi ses limites par rapport à son secteur privé, mais aussi les petites et moyennes entreprises au Sénégal? Alors, c'est extrêmement important aujourd'hui. Le Sénégal assume son rôle de leader qui joue pleinement dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine et à tous les niveaux. Déjà dans les négociations, moi je dis tout à l'heure que moi j'ai été 2 fois dans le bureau de la ZLECAf. Quand on était à l'étape des négociations, on avait les groupes de travail. Moi j'étais rapporteur pendant une année du groupe de travail sur le commerce électronique. Et quand on a mis sur pied les organes de mise en œuvre, j'ai été le premier président. Parce que le Sénégal était le premier pays à avoir présidé le Conseil des ministres de la zone de libre-échange continentale africaine. Donc sur le plan institutionnel quand même, c'est un leadership qu'on a toujours assumé. On l'a assumé parce que, comme je vous l'avais dit, nous on a foi dans cette zone de libre-échange continentale africaine. Et le président Bassirou Diomaye Faye l'a rappelé, comme vous l'avez dit dans son discours, que le Sénégal quand même est pleinement engagé dans cette zone de CAF. Et pourquoi, au-delà même des questions diplomatiques, mais sur le plan économique, aujourd'hui, l'essentiel de nos exportations, c'est sur le marché africain. Donc, c'est notre marché de prédilection. Donc, si aujourd'hui, on nous donne cette possibilité, on nous ouvre davantage ce marché-là, on va pleinement en profiter. Donc, nous avons énormément d'arguments, quand même, disons, à la fois techniques et économiques. Donc, comme je l'ai dit, est essentiel parce que l'essentiel de nos exportations sont tournées vers le marché africain. Aujourd'hui, le premier partenaire économique, le premier partenaire commercial du Sénégal, mais c'est notre voisin, c'est le Mali. Donc notre marché de prédilection, c'est le marché de la zone de libre-échange continentale africaine. Donc l'essentiel de nos produits que nous exportons, donc c'est en direction de ce marché-là. Autre chose, si on prend le commerce des services, parce que dans le cas, il n'y a pas que les marchés de gestion, on prend les services.
Aujourd'hui, on a beaucoup de services que nous fournissons dans certains pays-là. Je donne l'exemple des services de construction, les services BTP. On n'est pas présent partout, même en Afrique centrale. Ça peut paraître, disons, surprenant, mais on est pratiquement présent sur tous ces marchés-là. Sur le plan des services de télécommunications, aujourd'hui, on a Sonatel qui est présent en Guinée, au Mali et ailleurs, donc ça également. Et même au-delà de ça, on a beaucoup de startups aujourd'hui qui ont pu pénétrer d'autres marchés. Moi, j'étais content de découvrir quand même qu'il y a une startup sénégalaise qui opère sur le marché sud-africain, malgré les barrières linguistiques. Tu vois un peu. Donc, malgré les obstacles, et ça c'était bien avant la ZLK, donc malgré les obstacles qui existaient, que ce soit les barrières tarifaires et les barrières non tarifaires, nous on a su profiter de ce marché-là. Donc si aujourd'hui on décide de nous ouvrir grandement les portes de ce marché-là, donc je pense que nous avons énormément d'atouts pour profiter de ce marché-là. Maintenant, de la même manière que ce marché va s'ouvrir à nous, notre marché également, on sera obligé d'ouvrir notre marché également aux autres entreprises des autres pays. Et c'est la raison pour laquelle nous, depuis 2020, on a adopté ce qu'on appelle la stratégie nationale de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Donc c'est une stratégie qui aujourd'hui doit permettre au Sénégal de pouvoir identifier tout ce qui peut être comme étant un risque. Aujourd'hui, nous avons pu identifier les secteurs qui sont impactés par la zone de libre-échange continentale africaine. Et on a un programme d'accompagnement. Par exemple, on a un programme de mise à niveau qu'on a prévu de mettre en œuvre quand le marché sera complètement ouvert pour accompagner les entreprises qui pourraient être susceptibles en tout cas d'être affectées par l'ouverture du marché et dans tous les secteurs également. Donc pour vous dire que nous, si on est pleinement engagé, c'est sur la base de raisons à la fois techniques et économiques, et même politiques et diplomatiques, parce que comme je l'ai dit, la ZLK c'est un succès diplomatique. Il faudrait quand même que l'Afrique puisse quand même se repositionner sur le marché mondial. Et quelles sont les limites du Sénégal dans cette zone de libre-échange? Certainement, le Sénégal présente des limites. Avec un marché de 18 millions d'habitants, un pays très petit. Alors oui. Même si notre positionnement géographique nous est un peu utile, mais quand même, quelles sont les limites? Alors, je ne parlerai pas de limites, je préfère plus parler de menaces qui sont des menaces potentielles. Oui, la taille de notre marché en fait partie, c'est vrai, mais ce n'est pas un marché morcelé. Aujourd'hui, quand on parle du Sénégal, moi, je ne veux pas trop entrer dans cette fragmentation parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a, c'est un marché communautaire. Parce que c'est un marché où on a déjà une zone de libre-échange sur tout l'espace communautaire. Donc, la petitesse, en tout cas, l'argument de la petitesse du marché, c'est un argument qui n'opère pas trop si on considère aujourd'hui que le marché sénégalais, c'est un marché communautaire. Donc, si un opérateur, par exemple, l'opérateur sénégalais peut bénéficier aussi bien de du marché sénégalais que d'autres marchés. Et ça va au-delà parce qu'aujourd'hui, on a une ouverture du marché sur toute la zone CEDEAO. Donc, c'est 14 marchés en tout cas qui sont ouverts pour les opérateurs. Donc ça, peut-être c'est un risque potentiel. Maintenant, le risque c'est quoi? C'est que on a déjà une zone union douanière avec un tarif extérieur commun. Donc si des produits qui vont entrer, peu importe le marché qui vont entrer, ils vont impacter directement le marché africain. Donc également l'autre menace potentielle, comme je l'ai dit, c'est la concurrence aujourd'hui. Donc notre marché ne sera plus notre marché à nous-mêmes. Il y aura quand même d'autres entreprises qui vont bénéficier de ce marché sénégalais-là. Et comme je l'ai dit, ça, on s'attendait à ça, et ce n'est pas pour rien qu'on a, quand même, dans le cadre de la stratégie de mise en œuvre de la ZLK, pensé à avoir un programme de mise à niveau pour accompagner peut-être les entreprises et les opérateurs qui pourraient demain être affectés. Et comme je l'ai dit, le risque, il est faible, non? Parce que avec la DPE, je pense, on avait une étude pour un peu évaluer l'impact de la zone de libre-échange continentale africaine sur le marché sénégalais. Et d'ailleurs, quand on élaborait, disons, quand on prenait les engagements de libéralisation, comme je l'ai dit, on a pu identifier les secteurs qui pourraient être, les produits qui pourraient être considérés, qui pourraient être impactés. Et l'essentiel de ces produits-là sont sur les 3%. On a considéré que ces produits-là, il faut les exclure parce que si on ouvre le marché à la concurrence de certains produits, certains secteurs pourraient être touchés. Et tous les produits qui ont été, disons, identifiés comme étant des produits sensibles,
on a tout fait pour quand même pour les préserver, donc ils font partie des produits qui sont exclus de la concurrence, donc ils sont plus exposés aux potentiels risques de la zone de libération continentale africaine. Merci beaucoup. Merci M. Diaka. Peut-être par contrainte du temps, on prendra 2 questions sur le chat. L'une des questions est posée par Demar Fall qui demande est-ce que les rapports entre l'Afrique-Chine, l'Afrique-Russie, l'Afrique-France ne peuvent pas constituer un obstacle à la zone de libre-échange? Ou bien même, autrement dit, est-ce que ce ne sont pas les pays européens qui profiteront plus de cette zone de libre-échange continentale africaine? Alors ça, c'est une question extrêmement importante. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que la zone de libre-échange continentale africaine est exclusivement conçue pour le marché africain. Ce qu'on a, et je pense que vous l'avez rappelé, constaté, c'est que nous avions tendance à commercer avec l'extérieur plutôt qu'avec nous-mêmes. Et comme je l'ai dit, les raisons sont nombreuses. Il y avait cette disparité réglementaire qui faisait qu'aujourd'hui, les opérateurs n'avaient aucune visibilité sur les marchés africains, donc ils préféraient quand même aller sur le marché européen pour s'approvisionner, ou le marché extérieur pour s'approvisionner ou pour écouler leurs produits. Mais la ZLECA vise à détourner ce marché-là, à faire de sorte que, quand même, que les biens commerciaux puissent bénéficier plus à nous. C'est la raison pour laquelle on a décidé de dire, attends, toutes les barrières réglementaires, toutes les barrières tarifaires et les notes d'arrivée, il faut les démanteler si nous voulons commercer entre nous. Parce que vous l'avez rappelé, si aujourd'hui en Europe on est à 60% du cas de commerce intra-européen, c'est parce qu'il n'y a plus de barrières. Donc nous, ce que nous voulons, c'est d'ailleurs, en tout cas, privilégier le marché africain. N'oubliez pas, on était en train de discuter sur des accords avec d'autres continents. On a l'accord de partenariat économique qui est signé mais qui n'est pas encore mis en œuvre. Mais heureusement, avant la paix, on a pu quand même avoir une priorité sur notre marché. Aujourd'hui, on est en train de tout faire pour que même si demain on signe l'accord de partenariat économique, qu'on ne soit pas impacté. Si aujourd'hui, du point de vue de la proximité, un opérateur, juste qu'il est plus bénéfique pour lui d'écouler son produit sur le marché africain, mais il ne va pas prendre le risque d'aller ailleurs, où il peut être contraint, exposé à d'autres restrictions, comme les barrières non tarifaires, les questions de normes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'opérateurs qui ont des difficultés sur le marché européen parce qu'ils n'arrivent pas à respecter ces normes-là. Et ces normes-là, qui sont des normes quand même établies juste pour fermer leur marché. Aujourd'hui, si on nous présente un marché quand même beaucoup plus spécifique, je pense que c'est en fait le contraire qui va se passer. Au lieu que l'extérieur gagne dans cette ZLECA, c'est nous qui allons gagner. Autre chose également, c'est par rapport aux règles d'origine. Et c'est extrêmement important de définir les règles d'origine. Parce que si on ne le fait pas, je vais peut-être aller importer des produits chinois, que je vais mettre sous le label sénégalais pour dire que c'est des produits originaires du Sénégal, alors que c'est des produits importés. Donc, pour parer à ces risques-là également, que ce marché-là puisse bénéficier uniquement à l'Afrique, on est en train de tout faire pour que les règles d'origine soient clairement identifiables, même pour que quand un produit arrive sur un marché, qu'on puisse savoir si effectivement ce produit-là est chinois ou il est africain. Donc, ça va nous permettre un peu d'éviter en tout cas que les autres pays puissent profiter plus de notre marché que nous-mêmes. Mais quand même, c'est des risques potentiels quand même qu'on pourrait considérer. Mais comme je l'ai dit, il y a énormément de mécanismes qui sont prévus pour que cela ne puisse pas se produire ou que si cela se produise quand même, qu'on puisse avoir les instruments nécessaires pour les endiguer. D'accord. Bon, juste pour une dernière question, M. Diaka, puisque la zone de libre-échange continentale africaine est apparue à l'ère de la technologie, c'est-à-dire de la digitalisation, on ne peut pas terminer sans se demander quelles sont les avancées de la ZLECAf dans le domaine du commerce numérique. Alors, dans le cadre du commerce numérique, je l'ai dit, on a heureusement quand même obtenu un protocole qu'on a pu négocier sur le commerce numérique. Et on a réussi avant l'OMC, parce que jusqu'à présent, au sein de l'OMC, on n'a pas encore un accord sur le commerce électronique. Alors que ça a été démarré depuis 1998, on n'est pas encore d'accord. Même si aujourd'hui, quand même, il y a beaucoup d'avancées au plan plurilatéral. Il y a certains pays quand même qui se sont mis d'accord sur certaines règles dans le cadre du commerce électronique au sein de l'OMC. Mais il ne s'agit pas d'un accord mystérieux. Mais nous, on a pu quand même négocier et avoir un accord sur le commerce électronique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cet accord-là, à y voir de plus près, ça va au-delà du commerce électronique, du commerce numérique. C'est un accord fondamental sur les données numériques. Que vise cet accord-là? C'est-à-dire, on a compris aujourd'hui
que si aujourd'hui nous voulons faciliter la libre circulation des produits et des services, par exemple, il faut en même temps qu'on puisse faciliter la libre circulation des données. Mais pas les données sensibles. En fait, c'est très encadré quand on regarde les dispositions. Et il y a même une annexe qui fixe davantage, en tout cas, les conditions de circulation de ces données-là sur le continent. Donc ça, quand même, je pense que c'est quand même une réussite notoire qui permet aujourd'hui de prendre en compte un secteur quand même sur lequel certains pensent qu'on n'a pas un gros potentiel. Aujourd'hui, tout ce que fait, je donne l'exemple de BND, qui fait énormément, en tout cas dans le cadre de la facilitation du commerce, mais sur le plan numérique. Donc ça également, il faudrait quand même qu'il y ait un processus, disons, des outils, des instruments juridiques clairs qui permettront à BND 2000 quand même de pouvoir asseoir davantage, disons, sa place dans ce marché-là. Et le seul instrument qui peut-être pourrait nous permettre d'y arriver, c'est comme je l'ai dit, le commerce numérique. Donc, comme je l'ai dit, ce qu'on a pu obtenir quand même dans le cadre de cette libération continentale africaine, c'est quelque chose d'inédit, pouvoir obtenir un accord sur le commerce numérique. Maintenant, au-delà de cet accord-là également, qu'est-ce qui est prévu? C'est qu'on ait différentes annexes. Donc, il y a 8 annexes qui sont prévues et qui seront considérées comme partie intégrante du protocole. On aura une annexe sur les règles d'origine. C'est important parce que nous, on a repris un moratoire qu'il y a au niveau de l'OMC, et ce moratoire dit que les pays ne doivent pas taxer les droits de douane sur les transmissions numériques. Parce que, comme on le dit, on est dans un monde, comme vous l'avez dit, de la technologie où les produits tendent à se servicifier. Il y a énormément de choses qu'on échangeait sous forme physique, aujourd'hui qu'on a pu numériser. Et qu'on continue d'échanger. Et ça, il y a énormément de pertes de recettes douanières parce que la douane, on lève de droits de douane que sur un produit. Il n'y a pas de droit de douane sur les services. Donc les produits sur lesquels on imposait un droit de douane, s'il est transmis maintenant de manière numérique, ça échappe aux autorités douanières et par conséquent aux recettes fiscales. Donc dans le cadre de l'Union européenne, de l'Organisation mondiale du commerce, on a dit, attendez, si nous voulons aujourd'hui davantage favoriser la numérisation de nos économies, il faudrait quand même qu'on puisse faciliter la circulation de ces produits numériques-là. Et on a pu obtenir un moratoire. On a dit au pays, vous pouvez utiliser la taxe interne. Et nous, on commence à le faire déjà depuis novembre. On avait commencé à taxer par la TVA, disons, les plateformes numériques qui font du commerce électronique. Mais pour les droits de douane, c'était exclu déjà dans le cadre de l'OMC. Donc nous, on l'a repris dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Mais certains pays ont dit, attends, nous avons besoin de cette douane-là. Nous voulons taxer les droits de douane sur les produits numériques. Donc il faut nous permettre quand même qu'on puisse taxer d'autres droits de douane, d'autres produits originaires d'ailleurs. Et pour cela, on est en train de négocier sur des instruments qu'on a appelés les règles d'origine sur le commerce numérique. Parce que les règles d'origine qu'on connaissait, c'était sur les produits. Mais nous, on est en train de travailler sur des règles d'origine sur le commerce numérique. Comment identifier, par exemple, une plateforme africaine? Comment identifier une entreprise qui évolue dans le numérique et qui a le qualificatif d'entreprise africaine, africain? Comment identifier, par exemple, un contenu numérique, par exemple, une musique, un livre? Comment identifier, ou bien une vidéo? Comment l'identifier et dire que ce contenu-là, c'est un contenu africain? Donc là, on est en train également, dans le cadre de cette annexe-là, de travailler sur cet instrument-là, la règle d'origine, sur le commerce numérique, donc tout ce qui est contenu, tout ce qui est plateforme, entre autres. On négocie également une autre annexe sur les paiements numériques transfrontaliers. Comment aujourd'hui faciliter les paiements transfrontaliers, les paiements numériques transfrontaliers à travers les différentes plateformes. J'ai parlé également de l'annexe sur les données. On a également une annexe sur les technologies financières, les fintech, qui occupent une place extrêmement importante aujourd'hui dans les transactions numériques. Comment aujourd'hui également faire de sorte que les fintech africaines puissent être favorisées sur le marché africain. Donc c'est divers instruments aujourd'hui qui seront négociés, adoptés et qui vont considérer comme étant une partie intégrante dans le cadre du protocole sur le commerce numérique. Donc vous dire qu'il y a énormément quand même d'avancées
sur le commerce numérique en Afrique, en tout cas dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, avec quand même jusqu'ici des résultats qui sont concrets. Oui. Bon, dans le cadre du commerce numérique, parce que quand on parle du commerce numérique, on parle aussi des transactions financières numériques transfrontalières, comme vous l'avez parlé tout à l'heure. Et ce sont des politiques, en tout cas, qui devront aller de connivence avec la protection des données personnelles. Et vous avez parlé tout à l'heure des risques liés au stockage et au transfert de données. Et de la nécessité de travailler pour la mise en place de data centers africains. Mais est-ce que vous pouvez nous parler des mesures juridico-institutionnelles prévues pour la gouvernance et la protection de ces données personnelles qui vont de pair avec le commerce numérique? Alors, sur le plan juridique d'ailleurs, donc la première mesure qu'on a fait, c'est de prévoir la prise en compte de la Convention de l'Union africaine sur les données personnelles dans le cadre du commerce numérique. Donc, c'est déjà rappelé à plusieurs reprises dans le préambule. Aujourd'hui, on est dans un terme, on prend en compte aujourd'hui la Convention, en tout cas de l'UA sur les données personnelles. Vous dites qu'on a quand même, il y a une place prioritaire qu'on donne à la protection de ces données, parce qu'on sait que ces données sont extrêmement sensibles. Et autre chose, les données, c'est avant tout une question de souveraineté, parce que c'est des données qui appartiennent à des ressortissants d'un État. Comme je l'ai dit, l'essentiel des données peut-être des Africains, ce sont des données qui sont logées ailleurs hors du continent, parce que le continent est dépourvu de centres de données. Les statistiques disent qu'on n'a que 1% de centres de données qui se trouvent sur le continent africain. Donc, plus de 99% des centres de données se trouvent hors du continent. Donc, nos données sont logées ailleurs. Donc, dans le cadre de cette zone d'échange continental africain, on a dit au pays, si nous voulons aujourd'hui faciliter le commerce, la libre circulation, les mouvements des marchandises, des services, des fournisseurs de services, le mouvement des capitaux, il faut en même temps qu'on puisse faciliter le mouvement des données. Mais on privilégie la localisation des données. Il y a plusieurs articles qui imposent la localisation des données. Et aujourd'hui, on interdit dans ce cadre-là, par exemple, que certaines données, que dans le cadre du commerce numérique, que les données des ressources d'un pays puissent être transférées ailleurs. Je donne un exemple. Si aujourd'hui, moi, je travaille avec un autre pays africain et je suis obligé de manipuler les données de ces pays-là, de ces ressortissants africains-là, je ne peux pas transférer ces mêmes données-là hors du continent. Donc, je suis obligé de les localiser. Et le conscient aujourd'hui des difficultés qu'on a en termes d'infrastructure, il y a une disposition dans le cadre du commerce, de protocole sur le commerce numérique qui, à la limite même, impose le partage d'infrastructures pour pouvoir faciliter le stockage de ces données-là. Donc, s'il y a des pays qui ont des infrastructures qui peuvent stocker des données, on les encourage quand même à faciliter l'hébergement d'autres données d'autres sortes. Donc, pour vous dire qu'on est en train de tout faire quand même pour que la question cruciale des données puisse être prise en compte, qu'on ne puisse pas quand même permettre une violation des données sur la base aujourd'hui du commerce. Et également sur la base sur la libre circulation des données, nous avons insisté sur la nécessité de limiter au maximum les données, mais sur le strict minimum, les données nécessaires. On sait que dans une transaction, on peut identifier facilement les données dont on a besoin. On n'a pas besoin de demander des données qui vont au-delà, en tout cas, des données qui sont requises. Et ça, également, c'est un dispositif institutionnel qui existe déjà, un dispositif juridique, en fait, des dispositions juridiques qui existent déjà aussi bien dans le protocole que dans les annexes qui sont prévues pour pouvoir, au maximum quand même, protéger davantage les données. Donc, faire de sorte que ces données-là, quand même, ne puissent pas, comme je l'ai dit, sortir hors du continent. Et je l'ai rappelé également quand j'ai parlé des instruments, des outils de mise en œuvre, qui sont des outils qui vont stocker beaucoup de données. Et j'ai insisté sur la nécessité aujourd'hui quand même d'avoir ces outils-là sur le continent. Et je pense que des institutions comme la Afreximbank et d'autres structures africaines sont en train de tout faire quand même pour doter en tout cas le continent de capacités numériques qui permettront quand même de stocker davantage ces données et d'éviter quand même que ces données-là soient transférées hors du continent. Très bien. Donc, juste pour conclure que la zone de libre-échange continentale africaine est dans un processus, peut-être pour atteindre la libéralisation du commerce, on nous donne rendez-vous sur 5 ans, 10 ans, parce qu'on est toujours dans le processus. Juste pour dire un dernier mot, parce que voilà, l'heure qui nous avait été accordée tire à sa fin, juste un dernier mot pour conclure en amont concernant la zone de libre-échange continentale africaine. Oui,
comme je le rappelle, dans le processus d'intégration, la zone de libre-échange continentale africaine n'est qu'une étape. Hein. C'est juste une sorte d'escale qu'on vient d'effectuer, mais on doit continuer le voyage. Et le voyage, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir aujourd'hui atteindre la communauté économique africaine. Et qu'est-ce qui est prévu? C'est d'avoir même à la limite un gouvernement commun, une monnaie commune, un parlement commun. Et comme je l'ai dit, il y a un objectif temporel parce que le traité d'Abuja parle de 35 ans. Comme je l'ai dit, on est toujours dans le rythme. Et avec des objectifs, aujourd'hui, si aujourd'hui on parvient à avoir une union douanière, on va basculer automatiquement vers le marché commun et atteindre, comme je l'ai dit, l'étape ultime qui est le parachèvement de l'intégration régionale économique en Afrique, qui est la communauté économique africaine. Et comme je l'ai dit, nous avons mon espoir. Je pense que le plus gros boulot, c'était d'avoir une zone de libre-échange continentale africaine et on l'a obtenu avec facilité. Un rythme de ratification assez rapide. En une année, on a pu atteindre les 22 ratifications, ce qui est inédit, ce qui est une première en Afrique. Et depuis 2019, comme je l'ai dit, il y a des pays qui sont en train d'exporter sous le régime de la zone de libre-échange continentale africaine. Ça a tellement réussi qu'aujourd'hui, l'essentiel des pays veulent rejoindre en tout cas ce groupe-là dans le cadre de l'initiative sur le commerce de la ZLECAF. Donc il y a une initiative sur le commerce des marchandises, mais bientôt également on va lancer l'initiative sur le commerce des services. Parce qu'on n'en parle pas trop assez, mais les services sont extrêmement importants. Aujourd'hui, dans le commerce international, on définit les services comme étant le segment le plus dynamique du commerce international. On échange plus de services qu'on échange de marchandises. J'ai expliqué un peu les raisons. Il y a cette numérisation de plus en plus de ces produits-là qu'on échangeait de manière physique, mais aujourd'hui qu'on échange de manière numérique. Donc la transformation digitale aujourd'hui accentue le commerce des services. Également, nous avons beaucoup de fournisseurs de services, surtout au Sénégal, on a énormément d'offres de services. Moi, je définis le Sénégal souvent comme étant une puissance régionale en termes de services. On est la première puissance régionale en termes de services devant la Côte d'Ivoire et le Togo aujourd'hui, dans le cadre de l'UOMA. Et aujourd'hui, on est en train de consolider notre place dans le cadre de la CEDEAO. Donc, il faut donner quand même une place prépondérante au commerce des services dans le cadre de cette zone de libre-échange continentale africaine et même au-delà. Voilà. Merci beaucoup, M. Dianka. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté de nous entretenir de manière aussi riche et généreuse. Vous aussi, chers téléspectateurs, nous vous remercions et vous donne rendez-vous dans un mois pour le second séminaire sur la ZLECAF. Merci beaucoup. Merci.